Douanza est depuis hier sous le contrôle du Moujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Après cette occupation, il cherche à enrôler les éléments du groupe d'autodéfense Gandaïzo et à appliquer la charia dans la ville. Les armes blanches sont un vrai danger dans notre pays. Ces outils jonchent les étals et se vendent comme des petits pains. Leur vente ne doit-elle pas être réglementée? Nous aurons dans ce journal les éléments de réponse. Et en sport, football, le Djoliba AC qui conforte sa place de leader du groupe B de la Coupe de la Confédération. Les Rouges de Bamako ont battu cet après-midi le Wydad de Casablanca, 2-1. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. La ville de Douanza, désormais sous le contrôle du Moujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Des éléments de ce groupe armé ont investi hier aux premières heures de la matinée cette ville stratégique située à 795 km de Bamako. Les éléments du groupe d'autodéfense Gandaïzo qui contrôlait la ville après la fuite du MNLA ont été désarmés. Le Moujao demande à présent le ralliement et envisage l'application de la charia dans les prochains jours à Douanza, où un comité de crise était déjà en place et dont nous avons joint par téléphone son président. Il revenait ce matin d'une réunion avec les éléments du groupe armé, mais il nous raconte d'abord la prise de la ville hier. Il était au micro de Nando Dambélé. Hier matin, vers 5h30, 6h le matin, il y a une équipe des Moujahidines qui ont quitté Gao pour Douanza. Et quand ils sont arrivés, ils ont occupé les deux postes, à l'entrée ouest et à l'entrée est de Douanza. Et ils ont cerné tout le camp que occupait le mouvement Gandaïzo. Et quand ils sont arrivés, ils les ont posé 3 questions. Et nous sommes venus non seulement d'abord pour récupérer les armes que vous disposez et que vous nous donnez la garantie de pouvoir rallier le mouvement Mijao et nous suivre pour aller suivre une formation à Gao pour vous soyez dotés et équipés et l'application de la charia dans la ville de Douanza. Est-ce qu'il y a eu des morts? Il n'y a eu aucune perte en vie humaine. Si je vous comprends bien, il n'y a pas eu d'affrontement entre ces assaillants et la milice Gandaïzo. Bon, la milice Gandaïzo occupait les locaux de l'académie comme base. Depuis qu'ils ont été désarmés, je pense que les éléments réellement ils se sont faufilés dans la ville. Il n'y a que quelques responsables qui sont restés là-bas et qui cohabitent avec les gens de Mijao qui sont restés. Il y a une forte équipe de Mijao qui sont restés pour surveiller les armes cantonnées à Douanza. Est-ce que vous avez pris langue avec ces assaillants? C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu à vous entretenir avec eux? Oui, tout à fait, parce que quand le mouvement Gandaïzo s'est installé à Douanza, c'est sous le contrôle et l'égide du comité de crise que je préside. Donc, nous les avons concocté les quelques armes que nous disposons à notre niveau pour la sécurité du village. Et nous les avons dotés de ces armes pour renforcer au moins l'équipement parce qu'ils n'en avaient pas beaucoup. Donc ces mouvements leur ont dit que ces armes appartiennent au village de Douanza, à la ville de Douanza. Donc vraiment, et le fait de pouvoir rallier aussi Moujahidine, ils ne peuvent rien décider si ce n'est pas le comité de crise et les sages de la ville qui décident de cela. Donc à ce titre, nous avons décidé de convoquer une réunion de tous les sages, plus le comité de crise élargi au marabout du village, pour les rencontrer hier dans l'après-midi à 14h. À l'issue de cette rencontre, nous, on avait juste réclamé la restitution de nos armes. Maintenant, nous leur avons dit que le mouvement Gandaïzo qui est là et qui est là pour la protection de la ville est libre d'adhérer ou de ne pas adhérer parce que c'est des gens qui sont libres et indépendants. L'adhésion, elle est libre et volontaire. Donc, nous avons réclamé à corps et à cri de la restitution des armes. Ils nous ont fait comprendre qu'ils ont déjà informé leur supérieur à Gao et qu'ils ne peuvent pas restituer ces armes tant que nous ne nous rendons pas à Gao pour aller négocier de certains aspects. Le premier aspect, c'est surtout que les mouvements Gandaïzo rallient d'abord Moujahidine et secondo, l'application de la charia à Douanza dans les jours à venir. Et face à cette situation, quel est l'état d'esprit des populations? Bon, c'est la panique générale, mais à l'issue de la rencontre ce matin, ils nous ont rassuré réellement qu'ils ne sont pas là pour faire du mal aux gens. Ils sont là juste pour renforcer ce qu'ils ont trouvé sur place, c'est-à-dire l'islam. Et ils sont là aussi pour l'application de la charia, mais pas tout de suite. Il faudrait qu'il y ait d'abord des préalables d'éducation et de sensibilisation et qui sont prêts à collaborer avec le comité de crise dans la parfaite entente. Et qu'attendez-vous de l'État? Bon, l'État, pour nous, nous sommes abandonnés. On n'a pas d'autre solution que de voir comment il faut nous entendre pour le moment avec ces gens. On n'a pas d'autre alternative. Même les aides qui passent vers le nord, Douanza est totalement oublié et abandonné. Donc, c'est Dieu seulement qui nous protège.
Et le peu qu'on avait là pour la protection de la vie, c'est le mouvement Gandaïzo. Et là aussi, c'est effrité, les armes sont retirées. Vraiment, nous louons Dieu d'assurer toujours notre protection qu'il a toujours fait. Voilà le président du comité de crise de la ville de Douanza qui nous relatait donc la prise de la ville hier par le Moujao. Sur les 170 000 enfants malnutris aigus que compte notre pays, seulement 150 000 sont traités dans les établissements sociosanitaires du pays. C'est le constat fait par la secrétaire générale adjointe des Nations Unies chargée des affaires humanitaires qui vient de boucler son séjour dans notre pays. Valérie Amos a rencontré les journalistes pour lancer un plaidoyer à l'endroit des bailleurs de fonds dans le but de la recherche de financement pour la prise des enfants malnutris au Mali. Le compte-rendu de Tiemogo Sagara. Sauver la vie d'un enfant atteint de malnutrition ne coûte que $100, mais nous devons aussi nous attaquer aux causes profondes de la malnutrition afin que les mères au Mali aient confiance en l'avenir pour elles-mêmes et pour leurs enfants. C'est en ces termes que la secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires des Nations Unies, Valérie Amos, a introduit cette conférence de presse, une rencontre qui est consécutive à son séjour dans notre pays, séjour au cours duquel elle a visité l'hôpital Gabriel Touré, le centre de santé de référence de la commune 5 et celui de Mopti. Dans ces établissements, selon la secrétaire générale, sur les 170 000 enfants malnutris aigus, seulement 150 000 sont pris en charge. C'est pourquoi, dans le but de répondre à cette crise au Mali, les Nations Unies ont lancé un appel humanitaire d'un montant de 213 millions de dollars. À présent, seuls 46% des besoins totaux ont été financés, d'où la nécessité d'un plaidoyer auprès des autres bailleurs de fonds. Les autorités nationales du Mali décident d'accompagner cette initiative en visant d'autres domaines. Les autorités, elles ont clairement exprimé ce que signifiait pour elles la crise. Elles m'ont exprimé aussi leur jugement positif sur le travail que les Nations Unies font ici pour les supporter dans le contexte actuel. Mais elles m'ont aussi exprimé clairement leurs priorités qui sont l'éducation, la santé et les problèmes d'hygiène. Disons que la visite de Valérie Amos avait pour but d'évaluer la réponse à la crise alimentaire et nutritionnelle grave qui affecte 4 600 000 personnes, dont 1 100 000 enfants dans l'ensemble de la région du Sahel. Les centres de loisirs sans hébergement de la Cité des enfants ont bouclé leurs portes hier samedi. Plus d'une centaine d'enfants ont participé à des cours dans les 10 centres, des cours qui ont pour but de divertir et d'éduquer les enfants. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant. Le compte-rendu de Fatoumata Kone. Après 9 mois de cours, les élèves ont besoin de se divertir pendant les vacances. Le divertissement favorise l'épanouissement des enfants. Cela est une des recommandations de la Charte des droits de l'enfant. En application de cette convention, la Cité des enfants a initié depuis 2009 les centres de loisirs. On y encadre et divertit plus d'une centaine de vacanciers venus de Bamako, de la diaspora et des enfants déplacés du Nord. Les centres de loisirs sans hébergement sont des entités éducatives habilitées à accueillir de manière habituelle et collective des enfants pour les loisirs sains, avec ou sans apprentissage particulier. À quelques semaines de la reprise des cours, les centres de loisirs ont fermé leurs portes. Au cours de cette cérémonie de clôture, les vacanciers ont profité de l'occasion pour mettre en pratique les leçons apprises. Cela à travers des démonstrations dans plusieurs domaines comme le dessin, l'informatique, la teinture, l'animation sanitaire, entre autres. À l'intention des enfants déplacés du nord du Mali, dans l'objectif de leur faire jouir de leurs droits fondamentaux, c'est dès maintenant que vous apprenez à façonner votre avenir et le destin de votre pays. Les savoirs et les savoir-faire doivent vous servir de tremplin pour votre futur combat pour la vie. L'assistance a eu droit à la prestation de Yaya Samake sur les danses des marionnettes. Et c'est sur des notes musicales sur la paix que les enfants ont souhaité une année scolaire apaisée.
Près de 700 000 tonnes de riz paddy, c'est la production attendue de la campagne agricole en cours dans la zone office du Niger. Un chiffre donné hier lors de la réunion ordinaire du comité de suivi du contrat-plan Office du Niger, État exploitant agricole. Au cours de la réunion, l'initiative d'entreprendre des cultures de contre-saison de pommes de terre et de riz a été fortement saluée. De Ségou, le reportage de Brahima Kone. La mise en œuvre du contrat-plan 2008-2012, Office du Niger, État exploitant agricole, marque la volonté des plus hautes autorités du Mali d'améliorer le dialogue pour une croissance de l'autosuffisance alimentaire. C'est dans ce contexte que se tient cette 5e réunion du comité de suivi du contrat-plan, une rencontre qui aura permis d'examiner les termes de référence pour l'évaluation finale du contrat-plan 2008-2012. Cette évaluation porte essentiellement sur les activités du deuxième semestre 2011. L'année 2011 a été essentiellement marquée par le déficit pluviométrique engendrant ainsi une forte demande en eau d'irrigation, l'étude sur la problématique des 40 mètres cubes à lâcher à l'aval du barrage de Markala en période d'étiage, l'étude participative de faisabilité sur la tarification volumétrique à l'Office du Niger, la relecture du décret portant organisation de la gérance des terres à l'Office du Niger. Cette 5e réunion ordinaire, c'est aussi l'occasion de parler de l'élaboration du nouveau contrat-plan pour la période 2013-2017. On est juste au stade des TDR, mais déjà les résultats qu'on a fait par rapport à 2008-2012, notamment à la fin 2011, on a discuté et on a jugé que la mise en œuvre des engagements réciproques des parties prenantes par rapport au contrat blanc ont été globalement satisfaisants. Les objectifs spécifiques de cette approche agricole s'articulent entre autres autour de l'amélioration des rendements rizicoles à l'hectare, la maîtrise technique financière de l'entretien des réseaux d'irrigation et l'augmentation des superficies aménagées. Pour mémoire, l'année 2011 a été aussi marquée par la mise en œuvre d'un programme de contre-saison riz pour une prévision de 25 000 hectares. La section syndicale de Soukala SA a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève. Le préavis datait du 17 août 2012 et le mouvement était prévu du 4 au 6 septembre, selon un communiqué parvenu à notre rédaction et signé son secrétaire général Saïdou Togo. La décision a été prise après l'implication personnelle du ministre du Commerce et de l'Industrie, du syndicat national de la production, de l'Union régionale des travailleurs de Ségou, après avis de l'ensemble des travailleurs de Soukala SA. Le comité syndical demande donc à l'ensemble du personnel de se rendre au travail les 4, 5 et 6 septembre 2012. Consultation gratuite pour les déplacés des régions du Nord ce matin à la polyclinique Madoumbia en commune 1. Les médecins de l'Espoir Santé pour la communauté et l'ONG espagnole MZC en sont les initiateurs pour cette journée. Les organisateurs se fixaient comme objectif de consulter 400 personnes. Mohamed Diarra. Journée de dimanche animée à la polyclinique Madoumbia de Boulkassoumbougou. C'est à la faveur des consultations gratuites à l'intention des déplacés des régions du Nord. Il s'agit pour les initiateurs d'atténuer les souffrances de ces personnes. Les femmes et les enfants sont les plus nombreux. Les consultations se font dans tous les domaines. Nous savons bien sûr que c'est une population, n'est-ce pas, qui est fragilisée. Donc, il faut les consulter, leur venir en aide et leur donner des médicaments gratuitement. Et parmi ces malades, ils peuvent avoir des malades qui ont des maladies chroniques, telles que l'hypertension artérielle et le diabète. Nous allons les offrir des carnets. Les consultations ne se limiteront pas à la seule journée de ce dimanche. Les organisateurs promettent de faire le suivi des malades diagnostiqués. L'opération se fait en collaboration avec Médecins de l'Espoir Santé pour la communauté. C'est une activité que nous allons rendre plus régulière jusqu'à la fin de ce conflit que nous espérons proche. Les patients ne peuvent que saluer cette initiative. Je suis venu faire des traitements, des analyses, ça s'est bien passé. Je ne peux que remercier le projet. J'ai quelques problèmes de santé. Voilà les raisons qui ont fait que je suis là ce matin. J'ai fait beaucoup d'analyses avant d'être là. J'ai toujours eu des calmants, mais je n'ai jamais eu entièrement satisfaction. Je souhaite qu'à l'occasion de cette visite-là, je retrouve ma santé entière.
Pour la journée de ce dimanche, l'équipe médicale compte consulter près de 400 personnes. Et le Bureau national du Haut Conseil islamique du Mali, qui a fait don de 9 tonnes de riz et de sucre aux déplacés et aux nécessiteux de la commune 3 du district de Bamako. La cérémonie de distribution a eu lieu à Dravela, rue de Dakar. Elle a regroupé les chefs du quartier, les élus locaux et les leaders religieux. Les bénéficiaires sont au nombre de 300. Ce geste hautement apprécié en cette période de crise. Moussa Aïdara, imam de la mosquée de Dravela, a saisi l'occasion pour prier afin que notre pays retrouve la paix. Élan de solidarité également en faveur des femmes victimes de violences au nord du pays. Cette fois-ci, le geste est de l'association malienne des expulsés en partenariat avec Médico International en Allemagne. Le don est composé de 3 tonnes de vivres de nattes grand format, de 100 moustiquaires imprégnés, de 100 kg de sucre, de l'huile et du savon, selon son président Ousmane Diarra. Ce geste de l'association entre dans le cadre de ses activités quotidiennes, à savoir la défense des droits des migrants, des réfugiés ou des expulsés et autres demandeurs d'asile. Les artistes, plasticiens et photographes maliens se prononcent sur la situation que traverse le pays à travers une journée artistique organisée par Soleil d'Afrique et ses partenaires. Les acteurs du monde des arts ont fait valoir leur créativité sur de nombreuses toiles en faisant passer des messages axés sur la paix et l'unité. Des prestations musicales et des conférences débat ont également marqué cette journée tenue au monument obélisque de Hamdallah Assey. Aboubakar Meiga pour Mali Actualité. Toute une journée consacrée à la cause de la patrie au pied du monument obélisque de Hamdallah Assey. Les hommes d'art maliens se mobilisent pour attirer l'attention des fils du pays sur la gravité de la situation dans laquelle se trouve le Mali. Leur message est transmis à travers une 50aine de tableaux réalisés par plusieurs peintres maliens qui dépeignent différemment les événements de la crise. Toutefois, les symboles de la paix et de l'unité restent très fréquents sur ces toiles-là. Les artistes en art visuel sont conscients aussi de ce qui se passe aujourd'hui au Mali et ils le font ressortir à partir de leur création. Donc c'est pour montrer au public, voilà ce que nous sentons et voilà ce que nous proposons comme solution. Quelles solutions préconisent les artistes maliens à la crise actuelle? C'est la question à laquelle ont tenté de répondre deux conférenciers. Les professeurs Touré et Kamaraka ont aussi éclairé le public sur les rôles et la place de l'artiste dans la société. Chaque fois que l'homme est dans une situation comme celle que nous vivons, il est interpellé quelque part à se dépasser. Autrement dit, de même que les artistes doivent créer des chefs-d'œuvre, de la même manière, chacun des hommes maliens doit avoir une pensée, une réflexion, un acte qui est différent et qui s'impose parce que la situation l'exige. Le rôle de l'artiste, n'est-ce pas? Le rôle de l'intellectuel, c'est le repli. Mais ce n'est pas cette fois-ci le repli militaire, le repli tactique militaire, mais c'est le repli artistique qui permet à l'artiste de prendre du recul et de mieux observer la situation. Cette journée organisée par Soleil d'Afrique et ses partenaires a été aussi marquée par une projection de films sur la paix et des prestations artistiques. Actualité politique à présent avec la rentrée politique de la Convention pour la Renaissance Fassonieta, le parti qui réaffirme désormais son indépendance vis-à-vis des différents regroupements politiques nés de la crise, exprime sa position face à la situation actuelle. Al-Husseini Touré a assisté à la conférence de presse. La Convention pour la Renaissance Fassonieta sonne sa rentrée, mais pas dans la même trompette. Quand officiellement le secrétaire général proclame la sortie de son parti de l'ADPS, son adjoint dénonce une démarche solitaire de ce dernier. Pour le reste, le parti critique la démarche actuelle qui consiste à d'abord récupérer le Nord avant de songer aux élections. Il est possible et surtout souhaitable qu'en même temps, le gouvernement travaille à la récupération des régions occupées, de poursuivre les opérations d'élaboration du fichier. La proposition concrète que nous faisons aujourd'hui, c'est qu'il faut que nous prenions toutes les dispositions pour ne pas faire avec une transition interminable et faire tout pour faire une transition courte, et que les sujets soient débattus réellement en dehors des jeux politiques, pour que là nous puissions, dans les délais très répartis,
accomplir les 2 missions confiées au gouvernement, c'est-à-dire retrouver le Nord, en même temps préparer les élections. Ce n'est pas retrouver d'abord le Nord et penser aux élections, mais penser à ces 2 questions. Par ailleurs, la CR Fassou Nyeta ne comprend pas la création d'un ministère chargé uniquement des affaires religieuses. Aussi, la CR croit en la seule démarche militaire pour aboutir à la libération des régions occupées. Je vous l'annonçais dans les titres, le marché des armes blanches est très florissant ici à Bamako. Ces objets coupants et tranchants jonchent les étals et se vendent comme des petits pains, mais au-delà de leur usage traditionnel, quel est le degré de dangerosité de ces outils? Nous retrouvons Alousseni Touré qui a fait un tour au marché. Marché d'Ibida à 1 heure d'intense activité. Acheteurs et marchands se côtoient sans trop faire attention à leur environnement immédiat. Cependant, les dangers ne sont pas loin, même si personne ne semble en prendre conscience. Couteaux, haches, coupe-coupe, pics et autres pioches jonchent les étals et se vendent comme des petits pains. D'abord, donc vraiment, l'état donc a fait trop la si mokoma. Bon, coupe plein ni ba bla sokono e besa sogo tige besa jiri tige adla kun yodi. To we adla de kama amba sanga fere revendeur ba fere su kono o de kama. Mais ka famba fere ga danser la si mokoma. Non ma d'abord kama. Pourtant, à regarder de près, l'exposition de ces matériels, ou plutôt de ces armes, constitue un grand danger pour les usagers. Elle sera roulée à tout moment. Ya mɔgɔ tɛ kɛlɛ wuli waati dɔn ya kɛlɛ bɛ se ka na adamaden dɔ dusu bɛ bɔ dɔ dusu bɔli tɛ kelen ya dɔw bɛ n'u dusu bɔra u bolo mana bɛn ni fɛn fɛn b'a ta ka mɔgɔ fɛn n'a ye. Ne yɛrɛ ti sɔn mɔgɔ ka gɛrɛ n'a yɛrɛ ni ne ye kɛlɛkɛlaw ne bɛ n ka muru cɛ n b'a kɛ kɛsu kɔnɔ adamaden dɔw bɛ olu ye sitanɛmɔgɔw ye quoi. On ne dispose d'aucune information sur l'existence d'une législation spécifique en la matière. C'est d'ailleurs l'argumentaire privilégié des revendeurs. Polisi kuma lɔ bɛna munumunu yan mais k'a fɔ ko muruko ninnu ni fɛngɛ bon u ma deli k'an ɲininka a la. Hali ni o b'a la samedi commerce m'o fɔ n ye commerçant si ma o fɔ an ye bitigibaw bɛ yan u b'a feere an b'a ta ka feere sugu kɔnɔ anw ye détaillant de. Nous avons approché les services de police pour plus de précision sur la question, sans succès. Cependant, beaucoup pensent qu'il est nécessaire de réglementer la détention, la vente et le port de ces armes qui occasionnent beaucoup de blessures et souvent même de morts d'hommes. L'État a droit de mɔgɔ de bila polisiw de bila u ka enquête kɛ mɔgɔ min n'u y'a ye a bɛ pɔsɔn min na n'u ye jele y'a bolo ou bien muru y'a bolo u kan ka barike tout de suite k'a ɲininka a kun min na a b'a bolo mais a sécurité fana tɛ yan mɔgɔ caman bɛ siran sécurité tɛ yan minnu kan ka feere olu droit de ka feere kɛ. Mais a feere yɔrɔ de kan ka a daminɛ ni i t'a sa kun min fana la i kan ka ɲininka i bɛ sogo de tigɛ n'a ye a kan ka di e ma kɛ mɔgɔ min ye sogo feerela ye a kan ka di o ma mais mɔgɔ min a tɛ sogo feere muru baarakɛla tɛ ka muru san k'a d'a ma a bɛ se ka taa don dɔ kɔnɔ c'est pas bon. muruko in ko ka gɛlɛn quoi parce que seliba mana se sisan bɛɛ mago bɛ jɔ bese la seliba mana se bɛɛ mago bɛ jɔ muru la seliba mana se bɛɛ mago bɛ jɔ jele la. Le problème reste donc entier car, à défaut d'anticipation, les faits rattrapent les lois alors que celles-ci doivent être élaborées pour prévenir. Pour la sécurité, vigilance à tous et sport football, Coupe de la Confédération, le Djoliba AC conforte sa place de leader du groupe B après sa victoire 2-1 face au Wydad de Casablanca. Les Rouges ont dû attendre le dernier quart d'heure du match pour s'imposer. Khalifa Nama Traoré revient sur les moments forts de ce match. La patience est la vertu que le Djoliba AC a su exploiter. Le champion du Mali a dû subir le jeu du Wydad AC avant de finir avec bonheur cette rencontre de la 3e journée de la Coupe de la Confédération. Une victoire difficile à se dessiner malgré les nombreuses tentatives, notamment de Mahaman Nassissé, dont les percées ont été très mal conclues aux 5e et 8e minutes. Les Rouges laissent l'initiative aux Marocains qui non plus ne les exploitent pas. Ces derniers obtiennent un pénalty suite à une main de Mohamed Konaté.
Ali Irango maintient sa cage inviolée en repoussant le tir de Berbera Mohamed. Le Djoliba AC tente de sonner la révolte avec le puissant tir de Alou Barayogo et la tête de Salif Koulibaly, sur lesquels le portier Nadir Lamiangri sort le grand jeu. La réplique à cette tempête douche les ardeurs du public avec l'ouverture du score suite à un débordement de Yassine Lakhal. Younes Hawassi marque de la tête. La ferme volonté du Djoliba AC d'établir la parité avant la pause ne donne rien. Le coaching de Alou Badra Diallo va alors être déterminant avec Idrissa Naman Laiko Traoré, entré à la 59e minute, qui se signale, et surtout Javier Abouta, qui ne mettra que 6 minutes sur la pelouse pour égaliser. Le Djoliba AC aura le gain de la partie dans les ultimes instants du match lorsque Bouakar Bangoura est irrégulièrement déstabilisé par le gardien du Wydad. Javier Abouta, encore lui, marque et délivre tout un stade. On s'est concerté dans les vestiaires en deuxième mi-temps pour pouvoir enlever le premier but parce qu'on a encaissé un premier but en première mi-temps. Je pense qu'on a su appliquer les consignes du coach en deuxième période, donc on a pu remonter le but et puis ensuite marquer notre deuxième but. On s'attendait quand même à un match difficile. On avait pour objectif quand même de ne pas prendre le premier but dans les 30 premières minutes contre ces équipes. Ça a été quand même une partie qui a été difficile en première mi-temps. Si on a eu vraiment une chance de revenir au score à 10 minutes de la fin, à partir de ce moment, j'ai dit aux joueurs qu'on pouvait quand même gagner. Il nous reste 10 minutes plus le temps d'arrêt. On peut quand même, en s'appliquant et en jouant, en donnant tout ce qu'on a, on peut quand même avoir la victoire. Pour moi, il s'agit d'un match qu'on a joué, je crois, très bien. Nous a manqué de finir la deuxième mi-temps et notre goal. Techniquement bien, les deux équipes ont fait un grand lead. C'est une peine parce qu'à la fin du match, on va regarder si c'est penalty ou non. Le Djoliba AC reste leader du groupe B avec 7 points, suivi de l'AC Léopard 3 points. Le Wydad Casablanca et le Stade Malien de Bamako comptent chacun 2 points. Prochaine journée, c'est-à-dire la 4e dans 2 semaines, le Djoliba se rendra à Casablanca contre son adversaire du jour et le Stade Malien de Bamako jouera à Dolisie contre l'AC Léopard. Très belle victoire du Djoliba AC. À suivre ce soir sur l'ORTM, l'impact de la crise du nord du Mali sur les droits des enfants. C'est le thème de questions d'actualité. Mariam Sey reçoit le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, celui de la Justice, garde des Sceaux, le représentant de l'UNICEF au Mali et le président du Parlement national des enfants. Questions d'actualité, c'est à suivre après ce journal qui s'achève d'ailleurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain s'il plaît à Dieu à 10h ou 13h. Et pour les éditions du soir, vous serez en compagnie de Nyanya Aliou Traoré. Merci de rester sur la chaîne nationale et rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Merci et bon début de semaine à tous.